Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée comédienne, soprano lyrique, art thérapeute également. Vous avez pu la voir et l'entendre dans des dizaines et des dizaines de spectacles. Hansel et Gretel, le coup de fil d'Ariane et pendant ce temps Simone Veil. Agnès Bove est aujourd'hui sur scène aux côtés de Grégory Paquet pour la pièce colorature de Stéphane Temperley, mise en scène Agnès Bourri au théâtre La Bruyère. Alors pour peut-être découvrir l'histoire de la vraie Castafiore qui aurait servi de modèle à Hergé dans les aventures de Tintin, nous en parlerons. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité en direct aujourd'hui sur nos réseaux radioj.fr et Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. J'aurais pu préciser qu'il y a un duo, que ce n'est pas toujours Grégory Paquet qui est avec vous sur scène. Bonjour Agnès Bove. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité. On va y venir dans un instant. Mais cette émission a un ADN bien particulier qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Alors, je dirais intégrité, rigidité peut-être. Rigidité ? Oui, têtu. Oui. Entêtement. Okay. Voilà. Entêtement. Ça vous fait peut-être un point commun avec la personne que vous jouez sur scène. C'est possible. Oui. Okay. Et j'allais dire générosité, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut dire transmission ? On peut dire aussi transmission. Et est-ce qu'on peut dire aussi art thérapeute et l'expliquer à nos auditeurs ? Alors, on peut l'expliquer. Moi, je suis art thérapeute, en effet. Je suis spécialisée en dramathérapie. C'est-à-dire que c'est l'utilisation des outils de comédienne, de mes outils de comédienne, à des fins thérapeutiques, à des fins de transformation. En fait, je suis actuellement... j'ai 2 ateliers en psychiatrie adolescente. Et donc j'ai 2 groupes, un en hôpital de jour et un autre en CATTP, en centre de thérapeutique à temps partiel. Et voilà, je donne à des ados qui vont pas bien, voire vraiment pas bien, un moment où on peut s'appuyer sur leur partie saine et vitale pour essayer de mettre à distance la souffrance. Est-ce que le principe, c'est de rejouer la scène d'un événement traumatique où ça n'a rien à voir, c'est de jouer tout simplement pour Non, ça n'a rien soigner. à voir. En fait, on s'appuie sur ce que Winnicott appelle l'espace thérapeutique, qui est... l'espace transitionnel plutôt, qui est l'espace du jeu, qui est aussi celui de la philosophie, de la religion. C'est en fait l'espace qui est profondément humain et qui fait des miracles, en fait. Ça donne très envie de venir, ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble dans le matériel, j'ai envie de dire, pour matérialiser ce que vous venez de nous dire. Agnès Bove, on va commencer par le début, toujours le début. Agnès Bove, vous êtes née un 27 octobre dans les années 60 à Paris. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, un cadre protégé, une famille très aimante, même si à l'époque l'éducation était plus autoritaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. On avait un jardin, on avait une mère qui s'est arrêtée de travailler pour nous élever. Elle était instite. Et on a eu beaucoup de chance et on a toujours une famille très aimante et très, très soudée. Ça fait de vous quel genre de petite fille ? J'étais, paraît-il, gaie et joyeuse et assez turbulente. Avec des passions ? Non, pas particulièrement. J'avais Donc, pas de passion. Enfin, si, à partir de la 5e, je voulais être comédienne, clown ou cascadeuse. Mais c'était pas une passion, c'était une envie. C'était une envie de métier. Et à quel moment alors, Agnès Bove, vous allez découvrir votre voix ? On chantait tous dans la famille, mais j'ai découvert ma voix un peu quand j'ai été au cours Florent et que j'ai
que j'ai voulu m'inscrire à l'atelier d'art lyrique pour travailler l'écoute différemment. Et c'est là j'ai vu que j'avais une voix qui était plus facile que les autres. Et on m'a proposé des rôles qui m'ont fait travailler tout de suite. C'est incroyable que vous découvriez ce talent finalement, je dirais pas par le fruit du hasard, mais parce que voilà, crescendo, il y a la comédie, et puis petit à petit, voilà, on comprend que vous allez découvrir ce don que vous avez, qu'on va découvrir dans un instant. Vous passez donc d'abord un double cursus d'études universitaires en arts plastiques, je crois savoir, en théâtre à la Sorbonne, vous entrez au cours Florent, en classe libre, vous obtenez une formation de comédienne avant de rejoindre la Ligue d'improvisation française au Cirque d'hiver, puis la troupe du Cercle des Menteurs qui se produira pendant quelques années sur différentes scènes parisiennes. Vous allez débuter la scène à 25 ans. Vous allez interpréter une cantatrice sur la scène du théâtre antique de Fiesole en Toscane et vous allez poursuivre une carrière de comédienne dans un répertoire plutôt classique. Après l'opéra musical, le théâtre musical, l'opéra bouffe. Mais finalement, c'est cette première fois qui va quand même marquer votre carrière et la patte que vous allez vouloir conserver, Agnès Bob. Oui, en fait, je ne sais pas si j'ai voulu la conserver, c'est un peu la vie qui m'a menée vers ça. C'est vrai que cette cantatrice, au départ, c'était un rôle super. 3 semaines de répétition à Florence pour une première expérience, c'est pas mal. Oui. Et c'est vrai que à chaque fois, on me demandait de chanter dans tous les rôles de théâtre pour lesquels on m'engageait, théâtre musical bien sûr, ou des rôles de chanteuse. Et notamment une fois, j'étais dans des matinées classiques, on devait faire un bourgeois gentilhomme, je jouais Nicole, et bien sûr, je faisais une des chanteuses. Sauf que dans les matinées classiques, parfois, on en joue 3 d'un coup, et la scène du rire de Nicole sans savoir chanter, c'est bien violent pour la voix. Donc là, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'apprenne à chanter. Le bourgeois gentilhomme qui justement est sur scène en ce moment dans une version tout à fait revisitée, je crois savoir. Donc vos activités de comédienne, vous allez le voir à plusieurs reprises, sont très souvent couplées finalement avec celle de chanteuse. Vous décidez de vous former au chant lyrique, vous intégrez le centre de formation lyrique de l'Opéra national de Paris, puis le cycle supérieur au CNR de Boulogne-Billancourt. Alors non, c'est l'inverse. J'étais d'abord à Boulogne et ensuite j'ai intégré le CFL. Il y a eu cela. C'est important pour vous d'aller encore plus loin dans la professionnalisation? Non, en fait, je l'ai fait. Ça tombait bien parce que j'étais enceinte la fois où j'ai réussi le concours. Chanter enceinte, c'est dur. Non. Oui. Non, c'est très facile. C'est vrai? Ah ouais. Parce qu'il semblerait que ce soit pas très bon pour le bébé. Ce qu'on m'avait dit. Bon c'est ce qu'on m'avait dit. Écoutez, moi j'ai chanté jusqu'à 3 semaines avant d'accoucher. Waouh. Et j'étais sur scène. Tout s'est très bien passé. Donc, vous décidez de vous professionnaliser parce que le temps vous le permet. Vous allez arrêter de travailler pendant un petit moment, je crois 3 ans. En fait, je travaillais puisque j'étais rémunérée. J'avais pas d'autres projets théâtre à ce moment-là. Et donc, oui, j'étais en cours à Bastille. On faisait aussi des concerts. Mais oui, j'ai été prolongée 3 ans de suite. Agnès Bob, vous allez alors travailler avec des grands noms, obtenir plusieurs prix. Votre polyvalence va vous permettre de varier les rôles aussi bien à l'opéra, la comédie musicale qu'au cabaret, dans plusieurs rôles. Quels sont les plus marquants, diriez-vous? Alors, pour moi, c'est la voix humaine de Poulenc. Ça, c'est vraiment un rôle marquant pour moi. Celui pour lequel je suis là on va aujourd'hui. en parler. Et quels autres? Je ne sais pas, un peu tous quand même. Je crois savoir que pendant 3 ans, vous avez interprété simultanément 3 rôles féminins dans Hansel et Gretel. Ça se raconte quand même, mise en scène par Ned Grugic. Vous avez enchaîné en tournée avec le Coup de fil d'Ariane, création de votre propre. Oui, chef. alors ça, c'est le Coup de fil d'Ariane, c'est en tournée, mais c'est en particulier, on est dans un appartement. En fait, on est chez les gens. C'est ça qui est formidable. C'était de l'opéra en appartement. Ouais, c'est ça qui est formidable. La et donc, plusieurs personnes peuvent vous proposer de venir chez eux pour jouer. Ouais. Est-ce que ça parce que c'est votre compagnie, je crois, qui... Oui, c'était ma compagnie. Je l'ai fermée en 2018. Parce que j'étais sur et pendant ce temps Simone Veil qui me prenait beaucoup de temps et que c'était je suis pas une
une administratrice très entreprenante. Donc voilà. Mais c'est formidable de voir déjà que cela existe. Moi, je ne connaissais pas du tout cette pratique. Est-ce que c'est une pratique courante de jouer du théâtre chez les gens Alors, ça devient de plus en plus courant, je pense. De jouer du théâtre, oui, c'est assez ancien. De faire de l'opéra, c'est un peu plus récent. Je sais qu'il y a une compagnie qui s'appelle Apéro-Opéra qui continue. Nous, ce qu'on cherchait vraiment, enfin, ce dont on aurait rêvé, c'est d'aller dans les endroits où le théâtre n'allait pas et d'aller donc dans les maisons de retraite, dans des maisons de quartier. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, mais il y avait très peu de demandes. C'est pas forcément évident. Ouais. C'est très dommage parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Vous allez jouer dans le rôle bien sûr de France. Vous l'avez dit, une bourgeoise des années 50 et pendant ce temps Simone Veil. Vous allez jouer dans bien d'autres rôles, mais il y a un rôle dont je n'ai pas parlé qui semble traverser, si je puis dire, les années avec brio. Un rôle peut-être cher à votre cœur depuis 10 ans. Ah oui, clairement pour moi c'est le rôle c'est le rôle de ma vie, en fait. C'est vrai ? Ah oui, parce que... Vous êtes la première à me dire ça. Ah oui ? Oui, cette confession est très rare à obtenir et je suis ravie de l'entendre pour la première fois en radio, en discussion comme nous le faisons, parce que c'est très rare de se dire que le rôle, on l'a. Je l'aurais pas rêvé, mais le fait de le faire, enfin, je l'aurais pas imaginé, en fait. J'ai pas particulièrement de rêve de rôle qui me passionne comme ça, mais celui-là, de le faire, de voir que au fil des années, je ne m'en lasse pas, que j'y découvre toujours des choses et de voir l'émotion avec lesquelles les gens ressortent. Et l'apprécient. Eh bien, cette pièce, on va en parler, c'est Coloratour, on va dire ça comme ça. Mr. Jenkins et son pianiste de Stéphane Temperley, mise en scène par Agnès Bourri au Théâtre Actuel La Bruyère. Vous y êtes aux côtés de Grégory Baquet ou encore Cyril Romoli. Depuis le 25 janvier, cela se passe le lundi, le mardi, le samedi et le dimanche. Alors, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que veut dire ce mot coloratour ? Alors une coloratour, c'est une chanteuse qui a une voix agile, suffisamment souple pour vocaliser comme elle le veut, comme elle l'entend, et pour le plus grand bonheur de ceux qui l'écoutent. Alors, sur scène, c'est l'histoire de Florence Foster Jenkins, la soprano qui chantait Divinement Faux, qui est très connue. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui. Bande-annonce. Aucune voix ne ressemble à une autre. Un artiste, un vrai, trouve la sienne. Tu m'as fait grimper au plafond, toi de la haute, moi des bas-fonds. Drôle de rythme, c'est fini. Je suis une vraie coloratour. Je ne me flatte pas en disant cela, mon don particulier, c'est la pureté de mon timbre. Quand on chante un petit refrain de Broadway devant Monsieur Ravel. Alors les gens me demandaient tout le temps, mais comment elle fait ? Ils auraient mieux fait de me demander comment moi je faisais. Avez-vous l'oreille absolue, Monsieur McMoon ? Vous l'avez, l'oreille Absolue ? Oh oui. Voilà, c'est un petit extrait de la bande-annonce. J'ai adoré cette pièce de théâtre, c'est tout à fait sincère. On passe un très très bon moment, on rigole beaucoup. On est aussi très ému. Alors pour l'histoire, on va quand même la préciser. On se retrouve avec vous à New York en 1930 d'abord. Vous êtes Florence Foster Jenkins, une riche héritière américaine qui s'improvise finalement soprano colorature, qui massacre les plus fameuses airs d'opéra, autant par la fausseté de sa voix que par des fantaisies rythmiques. Et d'abord, je me suis dit qu'il fallait savoir sacrément bien chanter pour chanter aussi mal, Agnès Bob. Alors, c'est sûr que ça aide, parce que du coup, d'abord, je ne me blesse pas, et puis je m'amuse. Je m'amuse, c'est quand même un réel plaisir de pouvoir surprendre et mon pianiste et le public qui connaît ce type de répertoire avec des sons légèrement en dessous, légèrement au-dessus, ça dépend, je varie, ou carrément complètement à côté, ou parfois juste aussi comme ça, et d'aller dans le métal de la voix, d'aller jouer avec des sons qui sont ceux qu'on évite en général. On se dit que forcément, quand on vient vous voir, vous ne
ne chantez jamais pareil. Alors si, pourtant, ça Vous ressemble essayez beaucoup. de Ça, rester c'est assez semblable chaque soir. Il y a des fois, ça change bien sûr, notamment parce que je suis obligée, notamment au niveau rythmique, de changer parce que sinon mes pianistes qui sont super se font à l'idée que je suis dans un certain tempo, même à contre-rythme, et du coup, ils peuvent s'adapter. Donc, il faut que je les surprenne. Oui, donc du coup, vous devez varier un petit peu. Oui, mais c'est très peu. Et il ne faut pas que je varie trop non plus, parce qu'il faut qu'on puisse s'y retrouver. Et au risque de chanter vrai, pour le coup, chanter moins faux. Le risque de chanter vrai, il est quand même assez éloigné, parce que je pars de loin. Mais c'est vrai que c'est quand même une concentration, et c'est en ça que c'est bien de savoir chanter, parce qu'il faut que je pense que je chante juste, et puis que je dévie ou que je sache où je vais, en fait. Forcément, Agnès Bov, ça m'a donné envie d'aller écouter la vraie Florence Foster Jenkins. Et il me semble avoir trouvé un extrait, on écoute. Alors on est sur la flûte enchantée de Mozart qui, j'ai envie de dire, déchante un petit peu. C'est une façon de voir les choses. Elle ne le voit pas du tout comme ça. Elle est très fière de sa flûte enchantée, et pour elle, c'est un des airs qu'elle chante toujours bien. Et oui, c'est ça, en fait, la complexité de ce personnage qui est en même temps très intéressant. On va progresser, en parler longuement. Il faut dire quand même le démarrage de cette pièce qui est très touchant, puisque la pièce démarre 20 ans plus tard. On est avec votre pianiste, le pianiste Cosme McMoon, son pianiste et accompagnateur, habillé en dandy sur fond noir dans un décor de piano-bar. Et c'est le cas puisque nous sommes dans un club de jazz en vogue pour l'époque. C'est le jour de l'anniversaire des 20 ans de la mort de cette chanteuse qui finalement a marqué les esprits, ou du moins celui de son pianiste, d'une façon quelque part indélébile, puisque malgré les années, il continue de chanter, de composer pour elle des chansons qui lui sont destinées. Alors, je ne sais pas s'il composait réellement pour elle, pour être honnête. Le vrai Cosme se dédouanait beaucoup des prestations de Florence Foster Jenkins. Il paraît qu'il faisait des grimaces pour surtout ne pas s'inscrire et montrer que c'était pas de sa faute. Oui, parce que pour lui, finalement, c'est un travail, on va dire ça comme ça. C'est pour gagner sa vie, pour payer son loyer. Mais en tout cas, sur scène, le rôle que campe Grégory Baquet, on sent qu'il y a comme une flamme qui le hante, qui le ronge un peu. Alors, oui, il y a une flamme qui le ronge, qui est celle de son besoin de créer, de son besoin d'artiste, d'être musicien, compositeur et pianiste. Et ce qui le ronge, c'est de devoir être avec cette femme-là par nécessité, en fait. Mais petit à petit, il va changer de point de vue. C'est ça. On comprend que si au départ, cette alliance était pécuniaire pour lui, elle va devenir, on va le dire, un petit peu essentielle à sa vie par la suite. Parce que malgré tout, grâce à elle, il réalise ses rêves par procuration. Alors, par procuration, oui. Et puis, il va quand même Il le vit avec elle. Il le vit avec elle. Mais c'est pas la star, lui. C'est pas la star, mais il aura sa musique qui sera jouée à Carnegie Hall. Et c'est vrai que il a aussi eu la possibilité de composer grâce au fait qu'il avait une sécurité financière, du fait qu'il accompagnait Florence pendant toutes ces années. Est-ce que Cosme McMoon finalement prend une revanche en jouant là où il a toujours rêvé d'aller, et que quelque part ce rôle de second, c'est un peu le rôle que beaucoup d'acteurs, de chanteurs vivent au quotidien, souvent le cas des choristes, des musiciens? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une revanche, parce que les choristes, on peut vraiment faire une carrière de choriste en étant très épanoui. Et vraiment, la musique en soi se suffit, et heureusement qu'il n'y a pas que ceux qui sont en tête d'affiche qui sont les plus heureux. Pour parler de la revanche, sa revanche, c'est plus dans l'histoire, en tout cas telle qu'on la raconte, par rapport à ses amis qui se moquaient et dont il a perdu le contact, préférant choisir de nouveaux amis moins mélomanes.
Je sais pas, parce qu'en fait, c'est plus on dirait que c'est son sens critique ou son sens de l'exigence qui a été fortement atteint et qui a été transformé par la nécessité d'ouvrir son regard à quelque chose de plus bienveillant envers l'autre. Enfin, ça, c'est moi, de mon rôle de Florence, qui me dit ça. Et c'est un ressenti qui vous appartient forcément. C'est une pièce qui promet du rire. Il faut le dire, aujourd'hui, on se moque de cette chanteuse, de cette artiste. On est plus de 80 ans après sa disparition et c'est une soprano qui, certes, chantait divinement faux, mais qui reste un personnage très culte puisqu'elle a inspiré plusieurs spectacles, des films, avec notamment Meryl Streep, des enregistrements qui sont souvent réédités, un documentaire qui lui a été consacré. Elle aurait même servi de modèle à Hergé pour devenir la célèbre Castafiore des aventures de Tintin. Comment l'expliquer ? Je pense qu'on peut l'expliquer d'une part par le fait qu'elle été richissime et qu'elle avait de l'entre-gens. Donc les concerts qu'elle organisait, c'était avant tout des concerts de bienfaisance. Ouais. Et toute la jet set s'y pressait parce que c'est culturellement ce qui se fait dans ces cas-là. Et comme elle dessinait ses robes et qu'elle avait du goût pour ses robes et qu'elle savait recevoir, les gens la flattaient sur sa tenue et elle prenait ça pour un encouragement. Donc il y a son origine sociale qui a beaucoup compté, et je pense que ce qui fait que en tout cas dans la pièce elle est touchante, c'est parce qu'elle a la foi en elle et qu'elle va au bout de ses rêves. C'est totalement ça. Il faut dire qu'elle était persuadée d'avoir du talent, quitte à rompre avec ceux qui voulaient lui faire entendre le contraire. Elle était convaincue et du coup, j'ai envie de dire qu'elle était même convaincante. Et une question, têtue comme une mule ou folle alliée pour vous ? Pour moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Elle était heureuse de faire de la musique et de partager sa passion de la musique avec, pensait-elle, beaucoup de talent. On va écouter un extrait. Le piano doit être désaccordé. Ce qui compte par-dessus tout, c'est ce que l'on entend dans sa tête. Vous ne croyez pas ? Voilà, cette phrase est merveilleuse. Je l'ai adorée. Elle qui disait tout le temps que ses interprétations ne valaient rien si elles n'étaient pas emportées par la musique, que seule comptait la musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui. Moi, je suis sûre qu'elle était d'une part persuadée d'avoir l'oreille absolue, et peut-être qu'elle l'avait sous une certaine forme, parce que je pense qu'elle entendait juste dans sa tête. Simplement, elle se rendait pas compte qu'il y avait une grosse différence entre ce qu'elle entendait dans sa tête et ce qui sortait de ses cordes vocales. Comme elle dira, enfin je crois que c'est Cosme qui va dire, Madame Jenkins avait horreur de la musique facile. Elle croyait avoir l'oreille absolue, mais elle n'avait pour elle que la connaissance absolue de la musique, ce qui quand même à ses yeux va référer une forme de petite crédibilité, parce qu'elle était quand même assez pointue. Oui. D'abord, elle avait fait des études de piano. Elle voulait être pianiste au départ, et puis une maladie l'en a éloignée de cette carrière. Ensuite, elle organisait des concerts avec d'autres chanteurs, et à la fin desquels, je pense, elle devait chanter un air ou deux, et les gens s'amusaient ou la flattaient. Et c'est comme ça qu'elle s'est sentie encouragée. Mais elle connaissait, en tout cas, du répertoire. Elle n'était pas... Elle n'était pas inculte, c'était juste qu'elle devait vraiment beaucoup compléter dans sa tête. Et elle va y aller jusqu'au bout, pensant que finalement cette petite folie allait peut-être la protéger de tout, jusqu'au récital de trop, ce qui lui brisera peut-être le cœur. Je n'en dirai pas plus, c'est à découvrir sur scène avec vous, Agnès Boff, dans cette pièce Coloratour. Mr. Jenkins et son pianiste, c'est au Théâtre Actuel La Bruyère. On revient juste après le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanit Belaïch.
tous. Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages restants en un seul échange pendant la deuxième phase plutôt que par étapes comme lors de la première phase toujours en cours. C'est ce qu'a fait savoir le groupe terroriste à l'agence France Presse. En attendant, le Hamas doit rendre à l'État hébreu les corps de 4 captifs demain et libérer 6 otages samedi. Les médias libanais rapportent une attaque de drone contre un véhicule dans le sud du Liban, attaque commise en fin de matinée imputée à Israël. Un terroriste du Hezbollah aurait été tué. Une information que l'armée israélienne n'a pour l'heure pas commentée. En France, la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel a été validée par le Parlement à une voix près en début d'après-midi. Une nomination fustigée par la gauche comme par la droite. Le député LR Olivier Marleix pointe une très faible adhésion qui fragilise l'institution du Conseil constitutionnel. Enfin, après les révélations de violences commises au sein du collège-lycée de Notre-Dame de Bétarame, la Civis, la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants, demande un audit global sur les dispositifs d'alerte dans les établissements qui accueillent des enfants. Merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Agnès Bov et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Agnès Bov pour la pièce Coloratour. Mrs. Jenkins et son pianiste de Stephen Temperley, mise en scène par Agnès Bourri au Théâtre Actuel La Bruyère. Et justement, chère Agnès, on vous emmène au théâtre avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Agnès et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène dans un théâtre que vous connaissez bien Agnès, la Comédie Bastille, pour sa nouvelle comédie musicale qui illumine la scène et la lumière fut. C'est le fruit d'une nouvelle collaboration entre les Swing Cocktails au chant et Alain Sachs pour la mise en scène. Alors tout commence dans un bar un peu miteux, derrière son piano un musicien avachi, blasé et en panne d'inspiration, quand soudain... Une, deux, trois femmes que tout oppose font irruption. Une médecin, une policière et puis une bonne sœur. Alors là, je sais, vous vous dites, mais elle a lâché la rampe. Une bonne sœur sur Radio J. Alors non, je vous rassure, écoutez bien, tendez l'oreille. Et oui, c'est pas vrai. Parce que ce spectacle, il est avant tout universel. Donc sur scène, les 3 chanteuses lyriques vont résonner 3 religions, 3 cultures et 3 vocations sur une seule et même mélodie. C'est ce que l'on appelle la close harmonie, cette technique où les voix s'entrelacent sur un même air. On se retrouve donc avec Raya, Avenu Shalom et Je veux te louer chanter à l'unisson. Comme quoi, on est tous faits pour s'entendre. Eh bien écoutez, ça donne très envie. Racontez-nous l'histoire de cette troupe qui est quand même un petit peu spéciale, Charlène. Et oui, La Lumière fut, c'est l'histoire de 4 paumés, dont leur vie professionnelle comme personnelle, mais les voilà réunis par un concours de circonstances dans ce bar. Même heure, même endroit, même envie. Ensemble, ils vont retrouver goût à la vie et se construire un projet commun. Ce projet réunit toute la troupe autour d'un seul et même rêve, chanter. J'aurais voulu être une mais qu'est-ce que tu veux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut. Chanter à tout prix, coûte que coûte, même si ça ne marche pas du premier coup, tout comme vous, Florence Foster Jenkins, Agnès, dans ce rôle que vous interprétez dans Colorature, la troupe aurait pu douter de son talent. Mais les 4 graines de stars ont plus d'un tour dans leur vibrato et vont tout tenter. The Voice, un incroyable talent, et elles et leur pianiste virtuose vont toquer à toutes les portes.
Dans la lignée de colorature, et même celle de Et pendant ce temps Simone Veil que j'ai déjà vue, ces femmes veulent tout oser, mélanger les styles, les langues, les cultures, pourvu que ça rende les gens heureux. 135 morceaux s'enchaînent, on passe du classique au swing, du jazz à la chanson française. C'est une véritable ode à la musique et à la diversité. Et puis derrière les paillettes et l'humour, cette pièce aborde des thèmes puissants. La justice, la religion, la pauvreté, la misogynie et le patriarcat, mais toujours avec une énergie débordante. Alors pourquoi j'ai aimé ce spectacle ? Eh bien parce qu'il s'adresse à tout le monde, aux mélomanes ou non, à ceux qui veulent encore rêver malgré l'actualité écrasante. Et puis c'est aussi l'emplacement où se joue la pièce qui m'a plu. Quel meilleur endroit que la Comédie Bastille qui fait face à l'une des figures féministes françaises, Simone Veil, et à la fresque aussi rendant hommage à Charlie Hebdo. Célébrer les aspirations de tout un chacun sous les regards fiers des 11 visages de la rédaction de Charlie Hebdo tombée il y a 10 ans et de celle qui a mené de nombreux combats en faveur des femmes. Et vous voulez savoir comment le spectacle se termine ? Eh bien c'est comme ça. Une standing ovation. Et la lumière fut, elle s'allume sur scène, dans la salle, mais surtout en nous-mêmes. Waouh, merci beaucoup Charlène Villemer. On va aller voir ça à la Comédie Bastille parce que 135 morceaux qui s'enchaînent sur scène, j'ai très envie d'aller voir ça personnellement. Magnifique. Ça suscite l'interrogation. Merci beaucoup Charlène Villemer. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Et c'est une première. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Oui, c'est une première et je suis ravie d'être là et surtout, bonjour Agnès Bove. Vous êtes ici pour nous parler de la pièce Coloratour que vous jouez depuis plus de 10 ans. Alors colorature à ne pas confondre avec coloraté qui serait un balayage qui aurait mal tourné. Voilà. Bon, c'est un petit jeu de mots digne de mon père histoire de donner le ton de cette chronique. Cette pièce raconte donc l'histoire vraie de Florence Foster Jenkins, une chanteuse d'opéra américaine célèbre pour être l'une des pires chanteuses de l'histoire, mais aussi pour son incroyable passion pour la musique. C'est fou parce que vous, Agnès, vous êtes une cantatrice de talent. Donc je me demande pourquoi les producteurs ne sont pas venus me chercher moi. Avec ma voix de crécelle, ça aurait été autrement plus naturel. Ah, j'aurais pu le faire aussi. Hein. Passons. Parce que du coup, vous passez la pièce à simuler une absence de talent, ce qui est un exercice très compliqué, je pense. Et ça me fait penser à un de mes meilleurs copains qui affirme avoir raté son bac parce qu'il voulait rester avec ses potes, ou aux mecs qui font semblant de perdre aux triviales poursuites pour ne pas étaler leur culture, ou plus simplement à mon ex qui faisait semblant d'être nul au lit parce qu'il voulait se laisser de la marge de progression. Voilà. C'est marrant, c'est ok de se vanter, de faire semblant quand on est un homme, comme quoi. Hein. Vous, en revanche, vous ne faites pas semblant d'avoir tous les talents. Vous êtes comédienne, chanteuse lyrique, improvisatrice et également dramathérapeute dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes donc surtout avant-gardiste, parce que pour moi, toutes les personnes qui ont le terme de thérapeute dans leur nom de métier, ce sont des reconversions après un Covid ou un burn-out. Voilà. Sophrothérapeute, hypnothérapeute, thérapeute holistique. Voilà. Enfin, des gens qui finalement ont eux-mêmes besoin d'une bonne thérapie. Vous êtes donc, si je comprends bien, l'exception qui confirme la règle. Et moi aussi, je suis une exception. Je suis parisienne, j'ai plus de 30 ans. Et pour l'instant, je ne vois aucun type de thérapeute. Voilà. Aux grandes dames de mon entourage, qui pensent que ça me ferait sûrement du bien. Alors après, à choisir, j'aimerais, moi, faire de la dramathérapie. Parce que je maîtrise d'ores et déjà l'art du drama. Voilà, je songe à quitter mon CDI dans un grand groupe pour devenir troubadour à temps plein. Ado, j'ai dit à ma mère que c'était ma sœur qui avait volé son paquet de cigarettes. Et quand je suis dans une relation épanouie, je continue à stalker mon ex, histoire que rien ne soit simple. Voilà. Bref, le drama, c'est ma passion. Alors, parler à une dramathérapeute, c'est un peu pour moi le Graal. Mais c'est en qualité de comédienne que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre rôle de Florence Foster Jenkins, très dur à prononcer, déjà adapté plusieurs fois, notamment avec Catherine Fro ou plus récemment avec Meryl Streep. Et moi, j'ai une vraie tendresse pour ce personnage qui ne se rend pas compte de son absence totale de talent. Mais j'ai surtout beaucoup d'empathie pour son entourage qui n'ose pas briser ses rêves. Parce que c'est pas toujours évident de dire la vérité aux gens quand ils se lancent de quelque chose de vraiment pas très malin, alors que parfois c'est nécessaire. Voilà.
Par exemple, il aurait fallu que quelqu'un dise à mon amie Amélie de ne pas recoucher avec son ex. Il aurait fallu que quelqu'un dise à Christian Clavier de ne pas faire un remake des Visiteurs outre-Atlantique. Il aurait fallu que quelqu'un dise à Emmanuel de ne pas dissoudre autre chose que son aspirine en juin dernier. Mais qui suis-je pour donner des leçons en fait ? Ça fait des années que je m'occoltine les récitals de piano d'une amie qui, je pense, ne sait toujours pas différencier un la d'un do. Mais c'est trop tard pour lui dire. Ça fait 4 ans que je me cogne d'acheter des tableaux infâmes à un pote qui s'est mis à la peinture post-Covid. Toutes ces croûtes traînent là où elles méritent de vivre, à savoir dans mes toilettes. Et des mois que je fais croire à mon mec que j'adore qu'on me chatouille le genou parce que la première fois, je n'ai pas osé lui dire que c'était vraiment une idée grotesque. Non, je rigole. J'ai pas de mec. Mais parfois, la passion rend ses proches tellement joyeux qu'en tant qu'ami, on peut prendre sur soi. Et moi, quand je braille en soirée sur du Céline Dion avec ma voix de crécelle, je suis si heureuse qu'on me laisse croire que le bruit qui émane de ma bouche est supportable. Voilà. Parce que finalement, c'est peut-être votre personnage qui a tout compris. La passion, c'est peut-être le plus important, tant que ça fait juste mal aux oreilles et que ça demande ensuite pas trop d'années de thérapie. Parce que finalement, la clé, c'est peut-être juste d'être entouré de bons amis. Merci beaucoup Adèle Salomon. Je pense que vous adoubez. J'adoube. Agnès. Merci beaucoup Adèle Salomon. On dit à très vite sur l'antenne de Radio J. L'introspection. Après le rire, place à l'émotion, Agnès Bove, avec une petite citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Essayons de tenter cela maintenant avec quelques phrases pour nous aider encore à mieux vous connaître et tenter de recueillir un sentiment, une anecdote, tout au mieux une émotion. La première, une phrase importante dans votre pièce qui est « Jusqu'à quel âge on est un talent prometteur ?» Alors ça, c'est pour Greg, c'est 29 ans. J'avais déjà 29 ans, on ne peut pas être prometteur indéfiniment. Est-ce que vous pensez que dans la vie, il y a un âge justement où le talent peut arriver à tout moment ? Alors le talent, je pense qu'il est en chacun de nous. Parfois c'est difficile de savoir quel talent on a. Mais j'ai un ami musicien qui était un grand talent du violon enfant et qui n'était pas satisfait de faire du violon. C'était vraiment un prodige au violon. À 20 ans, il s'est mis au piano, donc ce qui est tard pour un pianiste. Et c'est un superbe pianiste. Alors, 20 ans, c'est encore tôt, hein, mais il y a des tas de gens qui se découvrent très tard. Et si ça les remplit de joie, c'est bien. Après, plus on commence tard, plus c'est difficile de faire carrière. Mais ça dépend si on veut faire carrière ou juste donner voix à son talent. C'est 2 choses différentes. Je pense forcément au rôle que vous campez de Florence Foster Jenkins, qui, elle, croyait en tout cas en son talent, coûte que coûte. Ah oui, en fait, elle en était persuadée. Elle n'avait pas à y croire. Elle le savait. C'est ça le plus beau, finalement, c'est croire en soi quoi qu'il arrive. Exactement, ouais. C'est une grande chance. Alors, c'est un peu quand même... on est au-delà de la névrose, je pense. Hein, mais en tout cas, elle était heureuse. Et par rapport à ses détracteurs, parce qu'il y en a plein qui ont essayé quand même de lui dire que ça n'allait pas du tout, elle changeait d'amis. Elle quittait ses parents, elle quittait son mari, tout ça parce qu'il lui disait franchement... Et là, son pianiste, il lui dit la vérité, mais elle entend ce qu'elle veut entendre. La passion jusqu'au bout. Oui. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Qu'en pensez-vous ? Pour Florence, c'est sûr que ça serait pas possible. Et pour vous ? Pour moi, non, ça serait la vie sans amour, je pense. Une autre phrase, la musique est la langue des émotions. C'est de Kant. Qu'en pensez-vous ? Kant n'était pas un imbécile, donc j'aurais du mal à dire le contraire. C'est une des langues de l'émotion, oui, forcément, en musicothérapie notamment, pour parler d'un autre axe d'art-thérapie, on sait bien qu'on va atteindre des choses qui ne sont pas de l'ordre du mental, mais qui sont pourtant du langage. Et qui soignent aussi. Et qui soignent aussi, bien sûr. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est sûr que le courage n'est pas l'absence de peur, parce que c'est pas du courage. Il faut être conscient de la peur pour pouvoir dire qu'on a du courage.
Mais est-ce qu'il faut la vaincre pour autant? Je sais pas. Je crois que la peur, c'est difficile à vaincre parfois. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Oui, je pense que le mystère, il peut arriver aussi tard dans la vie. Parce que parfois, avec la jeunesse, on n'a pas l'impression que c'est mystérieux et que plus on avance en âge et moins on a l'impression d'avoir de certitude et que le mystère s'épaissit parfois. Donc, oui. Pour terminer, est-ce que vous avez une philosophie de vie, une citation, un conseil au mieux qui vous accompagne au quotidien, Agnès Bob? Ne pas être trop sûr de soi, ne pas avoir de certitude et toujours se dire qu'on est le con d'un autre. Oh, c'est beau ça. Toujours se dire qu'on est le con d'un autre. Oui, j'en ai une autre aussi, elle me vient de mon père. Là, c'est Confucius, c'est « Il faut vouloir ce qu'on ne peut éviter ». Très joli aussi. Ça vous a porté? En tout cas, oui, j'essaye d'y repenser régulièrement pour m'aider. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme chaque jour, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait vu par Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour à tous, bonjour Agnès. Bonjour Véronique. Et c'est avec plaisir que je vais commencer en prenant le premier de vos 3 mots, l'intégrité. Alors ça peut s'entendre de plein de façons. En fait, je crois que vous croyez très fort dans l'être humain. Et c'est ce que vous nous dites sur votre posture de dramathérapie, c'est que il faut s'appuyer, on peut s'appuyer sur ce qui tient encore, sur la partie saine, sur l'espace du jeu et peut-être laisser émerger un miracle. Et puis cette intégrité, elle vient aussi sur le fait de ne pas se pervertir. Et là, vous dites, pour certains rôles, je ne m'en lasse pas, j'ai toujours autant d'émotions. Également, vous prenez soin de vous. Vous parlez de votre voix en disant « je ne me blesse pas, je peux la maintenir et je m'amuse ». Et vous avez un grand sens du juste. Vous ne cédez pas sur votre désir et à chaque fois qu'on a pu remettre les choses dans une chronologie, vous avez précisé à chaque fois, c'est à partir de là que ça s'est construit. Donc cette intégrité, elle vient vous rassembler et c'est déjà quelque chose du corps qui s'annonce. Et puis ensuite, vous embrayez en disant d'abord la rigidité et tout de suite après, l'entêtement. Et j'aime bien l'entendre aussi comme ça, parce que cette rigidité qui peut-être était un petit peu sur cette éducation autoritaire, après tout, elle est peut-être sur le fait que vous ne lâchez pas. Et même si vous dites, je sais pas, très administrative du côté entrepreneuriat, vous êtes vraiment rigoureuse. Et vous nous dites même, mais non, moi je chante toujours de la même façon. Et j'ai besoin de ce juste pour pouvoir m'en décaler pour ensuite chanter un peu plus faux. Et là encore, vous ne cédez pas sur votre désir. Donc on est sur ces 2 points du corps qui tiennent bien. Et puis ensuite arrive ce mot, la générosité, où vous nous offrez un doute. Oh mais je suis pas sûre. Magnifique cadeau. Parce que la générosité, je crois qu'on l'a entendu à tous les points. Déjà, petite fille gaie et turbulente. Et je peux pas m'empêcher de voir dans vos petites fossettes la petite fille qui, de temps en temps, ressurgit. Et puis, cette histoire d'aller chercher la voix et de la maîtriser, c'est aussi de la générosité, c'est aussi un don que vous faites à l'extérieur. Et vous nous dites, entre parenthèses, chanter enceinte, c'est magnifique. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'extrêmement généreux qui se diffuse. Et votre personnage qui porte à bout de bras sa foi en elle et d'aller au bout de ses rêves. C'est quand même pas loin de vous, ça, quelque part. Et tout à l'heure, juste en conclusion, vous nous dites finalement ce qui serait insupportable. C'est une vie sans amour. Et comme on a envie de vous rejoindre de ce côté-là. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est comment vous avez tricoté les choses du corps avec les choses de la voix. Et même si la voix, c'est une émanescence du corps, il y a toujours là-dedans quelque chose qui surgit, qui vous surprend, et qui serait peut-être ce petit miracle dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'abord pour très 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 bienveillant. Oui, je suis assez d'accord. La voix qui peut arriver à surprendre en fait, et qui n'est un plaisir que quand elle surprend. Enfin, sinon c'est maîtrisé, comme vous dites, puis contrôlé. Là, pour Coloratour, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens entendent que je chante faux et que je chante vraiment très faux et que je fais tout pour mal faire, et que c'est pas ça qui est le plus important pour eux à la fin. C'est ce qui se partage. C'est ce que Florence Foster Jenkins partage à travers son chant hideux. C'est en fait juste de l'humain et de la générosité. C'est ça. Et donc là, on entend bien cette générosité qui surtout se soutient du fait de ne pas avoir de certitude. Et merci d'avoir souligné ça. Merci. Et merci à vous, Véronique Zana. Forcément, j'ai envie de rebondir en disant que cette pièce Coloratour, Mrs. Jenkins et son pianiste de Stéphane Timperlé, mise en scène par Agnès Bourri, se joue au Théâtre Actuel La Bruyère aux côtés de Grégory Baquet ou encore Cyril Romoli. C'est le lundi à 19h30, le mardi à 21h, le samedi à 15h et le dimanche à 19h30. Pourquoi il faut absolument venir voir cette pièce, Agnès Bov ? Parce qu'on en ressort différent. C'est vrai, c'est une très très jolie pièce avec vous nous emportez, puis il faut le dire quand même à un moment donné, vous chantez bien. Voilà, il faut quand même le dire. Mais c'est pas ce qui prime, évidemment, c'est pas le plus important, mais moi ça m'a fait du bien. Voilà, de vous entendre chanter bien, parce que je me suis dit finalement, je sens qu'elle en a sous le pied, et vous me l'avez confirmé, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Et merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. C'est la fin de cette émission. Nous étions avec Agnès Bov pour la pièce Colorature, Mrs. Jenkins et son pianiste, je le disais, à retrouver au Théâtre Actuel La Bruyère. Merci beaucoup pour cet échange. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev. Merci beaucoup à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission. Rendez-vous demain dès 15h avec Damien Sargue et Cécilia Cara pour les comédies musicales en tournée dans les plus grandes villes de France, en Belgique, à Mogador également le 7 avril. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Mais d'abord, j'avais très envie de vous faire écouter un titre, une chanson qui s'appelle We Will Dance Again, reçue ce matin, interprétée par Levana Serfati en featuring avec Fairlight, à retrouver sur toutes les plateformes. Je vous laisse bien sûr l'écouter. Dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. En attendant, très belle écoute.